AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Christophe, président du groupe Horizon et Indépendants à l'Assemblée nationale, un homme engagé qui considère que l'égalité ne se construit pas sans les hommes, ni contre eux, mais avec eux. Mais avant d'ouvrir le dialogue, je vous propose, comme chaque dimanche, de prendre un temps de recul de conviction et nous engager pour une égalité forte portée à deux voix, celle des femmes bien sûr, mais aussi celle des hommes. L'égalité ne peut pas être un monologue. Elle ne se construit pas à sens unique, elle exige deux voix, deux regards, deux responsabilités. Trop longtemps, ce combat contre les violences et les inégalités s'est mené dans une forme de solitude. Ce sont les femmes qui ont parlé, témoigné, porté plainte. Ce sont elles qui ont raconté les silences, les humiliations, les violences. Elles qui ont porté la honte, puis le courage. Elles qui, seules ou presque, ont tenu le micro, levé le poing, proposé les mots pour réparer. Les hommes ont souvent gardé leur distance. Dans les salles d'audience, dans les débats parlementaires, dans les cortèges du 8 mars, dans les foyers, dans les milieux de pouvoir. Certains n'ont rien dit, d'autres ont regardé ailleurs, par peur de mal dire, par peur d'être visés, par peur d'être complices, par confort aussi. Car ne pas être directement concerné, c'est souvent une excuse pour ne rien changer. Ce combat contre les violences et pour l'égalité ne peut plus être la responsabilité exclusive des femmes. Il ne s'agit pas de les soutenir, il s'agit d'agir avec elles, de comprendre que ces violences, ce sexisme ordinaire, ce patriarcat systémique, ce n'est pas un sujet périphérique. C'est le cœur de nos inégalités, de nos fractures démocratiques, de nos silences institutionnels. Comment imaginer avancer vers une société égalitaire si la moitié de l'humanité continue de se penser hors sujet ? Les constats sont là. Les lois contre les violences sont encore massivement portées par des femmes. Les commissions d'enquête, les auditions de victimes, les propositions d'amendements ou de loi, les alertes sur la justice défaillante, ce sont encore des femmes qui montent au front, seules ou presque. Et pourtant, les hommes sont partout dans les salles de décision. Ils dirigent l'immense majorité des forces de police, des tribunaux, des ministères. Ils président la majorité des groupes parlementaires, siègent dans tous les cabinets. Ils pourraient changer la donne s'ils en faisaient un enjeu prioritaire. Alors pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence ? Par gêne, par peur de se tromper, par peur de reconnaître que certaines violences ne sont pas des accidents, mais des constructions sociales dans lesquelles ils ont grandi. La vérité, c'est que l'égalité est inconfortable pour ceux qui ont toujours été du bon côté du pouvoir. Elle demande d'écouter autrement, d'agir différemment, de ne pas monopoliser la parole, mais de prendre la parole quand il le faut, y compris entre hommes, là où la domination se fabrique encore trop souvent à huis clos. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de soutien symbolique. On attend des hommes qui prennent leur part, dans la loi, dans les médias, dans les écoles, dans les couples, dans les familles, qu'ils fassent leur part de remise en question, leur part de vigilance, leur part de transmission. C'est une exigence républicaine, car une société où les hommes laissent les femmes se battre seules, contre les violences qu'ils perpétuent, qu'ils tolèrent ou qu'ils taisent, n'est pas une société juste. Et une république qui se veut égalitaire ne peut pas se satisfaire de l'inaction masculine. Paul Christophe, vous êtes le président du groupe Horizon et Indépendants à l'Assemblée nationale. Vous avez pris position sur plusieurs sujets majeurs de cette législature. La reconnaissance du contrôle coercitif dans notre droit, l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels et la protection des enfants face aux violences. Dans un contexte où les violences patriarcales restent souvent largement sous-estimées, où la tentation du populisme brouille les repères, où la justice est souvent perçue comme trop lente, trop floue, trop lointaine, la parole d'un homme, d'un chef d'État parlementaire a un poids et une responsabilité. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Le 10 février dernier, vous avez déposé une proposition de résolution visant à mettre fin à la culpabilisation des victimes de violences physiques et sexuelles. Un texte qui souligne que notre société, de manière insidieuse, fait injustement porter aux femmes la responsabilité des actes dont elles sont victimes, à travers des phrases que l'on entend encore beaucoup trop souvent. Elle l'a bien cherché ou elle n'avait qu'à porter plainte. Pouvez-vous nous expliquer les motivations qui vous ont conduit à porter cette proposition et les mesures concrètes que vous préconisez pour inverser cette tendance à la culpabilisation des victimes ? Évidemment, elles sont multiples, puisque, vous le rappelez, aujourd'hui, au-delà des procédures, à des enquêtes, il y a une culture à changer. À ces petites phrases dites à bas bruit ou à demi-mot, elle a bien cherché, elle aurait dû porter plus tôt, est-ce qu'elle l'a pas provoqué, sont proprement insupportables. Et on voit bien aujourd'hui, moi j'ai été frappé par les témoignages de ces femmes qui nous disent que la procédure, le dépôt de plainte, l'enquête,
leur offrir plus de violence encore que les actes qu'elle avait subis. Et si ça ne nous interpelle pas, je pense qu'on doit agir. Et donc, cette résolution, elle visait à sensibiliser finalement sur ce besoin de changer le regard, ce besoin de changer les appréciations, notamment en termes d'enquête. Et je pense qu'elle a été entendue puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité et que les prises de parole des ministres au banc, en tout cas, engageaient aussi finalement une suite à donner pour tenter d'y remédier. Bon, donc ça c'est déjà formidable. C'est plutôt une belle avancée. Non, oui. vous êtes content. C'est un premier point. Un premier point. Alors cette résolution, elle s'inscrit aussi dans un moment charnière, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour avoir imposé à une femme le devoir conjugal dans une procédure de divorce. Cette décision qui fait jurisprudence rappelle une chose essentielle. Le consentement sexuel ne peut jamais être présumé, même dans le cadre du mariage. En d'autres termes, le mariage ne vaut pas obligation sexuelle. Et pourtant, malgré l'abolition du devoir conjugal par la Cour de cassation en 90, en matière pénale, certaines juridictions civiles continuent encore à en faire une interprétation que je vais qualifier d'archaïque. Est-ce que, selon vous, cette décision de la Cour européenne est un point de bascule? Est-ce qu'elle peut ouvrir une nouvelle ère juridique, mais aussi culturelle et politique, dans la manière dont la société considère les rapports de domination au sein du couple? C'est assez fou qu'il a fallu attendre 35 ans après la définition du viol conjugal et qui plus est une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour que cette prise de conscience ressurgisse finalement dans notre société. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le corps de l'autre ne nous appartient jamais. Et la question du consentement est bien évidemment centrale par rapport à cette disposition. J'ai le sentiment effectivement qu'il y a une prise de conscience différente. Que évidemment tout cela va faire jurisprudence, donc qu'on n'aura plus à se poser cette question, et ça nous engage à finalement peut-être redéfinir également ce que c'est que la relation au sein du couple et du mariage. C'est un travail d'ailleurs que nous allons engager avec Marie-Charlotte Garin, députée écologiste à l'Assemblée, et qui est très aussi allante sur ces questions-là, et j'ai grand plaisir à m'associer à elle. D'ailleurs, sur cette convention du non-consentement qui a été adoptée à la majorité à l'Assemblée nationale, portée par Véronique Criotto en particulier, et qui est maintenant partie au Sénat, vous êtes confiant sur la façon dont le Sénat va réagir à cette notion de non-consentement inscrite dans le droit pénal ? Oui, alors je rappelle simplement qu'il s'agissait aussi finalement de sécuriser une décision de justice, et quand la loi est précise, finalement la décision de justice est beaucoup plus profitable. Il s'agit bien avant d'engager la protection des victimes et de condamner les auteurs. En cela, d'ailleurs, elle traduit un avis du Conseil d'État. Donc, je pense que c'est important d'être sécurisé. Et je salue finalement le travail de Véronique Criotto et de Marie-Charlotte Garin qui ont pris cette mesure justement au regard de l'avis du Conseil d'État. Moi, j'ai bon espoir, au regard des voix fortes aussi, qui rugissent parfois au sein du Sénat, on en parlait tout à l'heure, pour que cette idée prospère et soit sécurisée demain. Alors, vous soulignez aussi que trop souvent, ce chemin de justice est une double peine pour les victimes. Absence d'écoute, dépôt de plainte parfois encore refusé, en dépit de toutes les consignes qui ont été données, relecture du passé de la plaignante, expertise psychologique sur les plaignantes. Vous situez où les freins les plus puissants dans la chaîne judiciaire? Deux choses, je pense que d'abord il y a une question de formation. Bien qu'aujourd'hui ce sont quelques heures qui sont dispensées. Or, il faut bien imaginer la détresse psychologique de la plaignante. Si on n'est pas formé, je pense, pour accueillir convenablement l'intéressé, ce sera très complexe pour recueillir les éléments à charge. Et puis, ce sera extrêmement déstabilisant pour la victime en elle-même. Donc, on a ce besoin d'une approche culturelle, je le rappelais tout à l'heure, mais aussi ce besoin de formation, finalement, pour être en capacité à recueillir l'écoute. Et puis deuxièmement, il y a des irritants majeurs. Est-ce que dans une enquête, on a besoin de apprécier la situation sur la tenue vestimentaire, sur les habitudes sexuelles et autres? Je pense qu'il y a une inversion majeure à proposer. Il n'y a pas d'atténuation de charge à avoir, si je peux dire. On doit juste apprécier les faits. Sont-ils condamnables? Et puis enquêter par rapport à ces faits. Et non pas essayer d'amoindrir finalement la portée de ces faits en fouillant le passé de la victime. Je n'arrive pas à comprendre que cela aussi perdure au moment où je vous parle. Mais alors, en tant que patron de groupe, ce que vous dites, je le partage évidemment, mais ça fait quand même des années que on s'interroge sur ces attitudes vis-à-vis des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Mais je pense que c'est là où moi je voulais le marteler en tant qu'homme. Vous le dites souvent, certes, les femmes, ce sont ces sujets, et heureusement, d'ailleurs, elles nous ont ouvert la voie. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est le pendant, c'est que les hommes prennent conscience aussi de ce sujet, se mobilisent, se persuadent s'il faut se persuader. Mais en tout cas, c'était important pour moi de
parler de ce sujet, de le porter en tant qu'homme pour faire en sorte que les ministres, d'ailleurs hommes et femmes qui étaient au banc, puissent prendre la mesure du sujet et que l'entièreté du gouvernement, parce que c'est un sujet interministériel, puisse se mobiliser derrière cette question. Quand vous avez fait cette proposition, vous avez senti des oppositions ? Est-ce que certains ont réagi de façon un peu, on va dire, entre guillemets, inappropriée ? Non, je pense qu'il y a peut-être plutôt une forme de culpabilisation en se disant pourquoi on ne l'a pas fait, pourquoi on n'y a pas pensé nous-mêmes, et puis finalement se dire s'il en parle, il a pas tout à fait tort. Hein. Enfin, on peut regarder les ratios, les actes sont commis extrêmement majoritairement, voire exclusivement par des hommes. Donc, je pense qu'il est temps que des hommes s'associent finalement à la parole des femmes. Il ne s'agit pas de parler à la place d'eux, attention, mais bien s'associent pour relayer leur message et pour interpeller finalement la gente masculine sur cette prise de conscience indispensable. Oui, on le rappelle, la majorité des actes sont commis à plus de 94% par des hommes. 96% ouais, vous avez raison, des actes 96 sexuels même. sont commis par des hommes. Si ça nous interpelle pas comme chiffre, je ne sais pas ce qui nous manque. C'est votre passage au ministère des droits des femmes qui vous a, ouvert encore plus cet horizon sur cette nécessité d'agir, ou c'est quelque chose que vous portez depuis toujours ? Je m'en suis toujours été à l'écoute de la question féminine. Moi, je me suis imposé en tant que jeune maire en 2008, enfin candidat d'ailleurs, je n'étais pas encore maire, à la parité, alors que c'était pas obligatoire pour les communes de moins de 600 habitants. J'ai toujours eu la chance de recruter d'abord des femmes, non pas parce qu'elles étaient femmes, mais parce qu'elles étaient meilleures que les autres. On m'avait d'abord rappelé dans mon cabinet ministériel qu'il fallait que je pense à recruter des hommes. Parce que voilà, j'avais des grandes compétences autour de moi et elles étaient féminines. Donc j'adore quand on demande à des hommes de recruter des hommes alors qu'ils recrutent des femmes. C'est pas anodin. Quand même... Je me fais rappeler à l'ordre. Qu'est-ce que j'ai pas respecté ? C'était que ça. J'avoue que ça m'a fait un peu sourire parce que je me cherchais des compétences et je les avais trouvées. J'étais très heureux, qui plus est que ce soit des femmes. Et je pense que voilà, c'est aussi une culture qui s'est construite certainement chez moi au fil du temps. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit partager. On voit bien qu'aujourd'hui notre société a besoin d'évoluer. Dès la maternelle, on exige des choses différentes des petites filles. Et voilà, et ça se construit au fil du temps. Et c'est toute cette chaîne finalement organisationnelle, d'éducation entre guillemets, de la parentalité, mais jusqu'aux structures institutionnelles, que ce soit la crèche, que ce soit l'école, que ce soit le périscolaire, où on doit avoir cette attention très particulière, c'est de l'égalité femmes-hommes. Évidemment, mon passage au ministère m'a peut-être plus éclairé aussi, parce que ce sont aussi des rencontres. Moi, j'aime beaucoup, comme je vous le disais, j'ai pas la prétention de tout savoir, et j'aime beaucoup ces rencontres où quand on écoute, on apprend. Alors cette actualité, elle est dense, elle est politique, elle est symbolique. En ce moment, avec des tests majeurs qui ont été débattus à quelques jours d'intervalle sur les violences faites aux femmes. Le 3 avril, d'ailleurs, le Sénat a adopté la proposition de loi portée par Aurore Bergé qui renforce la lutte contre les violences sexuelles, notamment en allongeant le délai de prescription pour les mineurs en procédure civile. Sur l'imprescriptibilité des mineurs, on n'y est pas encore. Et en étendant la prescription glissante pour les majeurs. Est-ce que vous pensez que ces avancées qu'on peut considérer d'indéniables interviennent, mais elles interviennent dans un contexte où les attentes sont très fortes? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut cette grande loi cadre ambitieuse dont on parle beaucoup, qui réunirait plus de 80 mesures pour protéger davantage contre les violences sexuelles? Je pense même que c'était 140 mesures qui étaient proposées. Oui, il y en a 140, il y en a 82 qui ont été mises en exergue. Voilà. Mais là, vous avez raison, c'est que beaucoup relèvent plutôt du côté réglementaire et pas forcément légistique. D'ailleurs, la question de la résolution s'appuyait pour partie sur ces travaux, puisque il était dénoncé également ces enquêtes finalement un peu en atténuation de charge qu'on vient d'évoquer. Et donc, je pense qu'effectivement, il nous faut une loi cadre parce que, comment dire, je le disais tout à l'heure, c'est une question interministérielle finalement aujourd'hui qui nous percute et il y aura peut-être ce besoin de rassembler finalement l'ensemble de ces champs autour d'un seul et unique texte pour faire en sorte qu'on ait un socle commun qui permette finalement de mieux persuader au-delà des frontières du seul ministère égalité femmes-hommes et embarquer l'ensemble des gouvernements, des ministères et des composantes qui sont aujourd'hui à mobiliser pour renforcer ces principes. Oui, d'ailleurs, je sais d'ailleurs que la ministre a réuni des groupes transpartisans pour travailler sur ces mesures, donc on va espérer que ce travail législatif va avancer. Alors, les textes évolue, on en parle, la parole politique aussi, vous en êtes un exemple ce matin. Dans les commissariats, les tribunaux, les associations, on constate toujours le même problème, c'est ce manque cruel de moyens, de formation aussi. Il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'on ne peut plus faire face, qu'ils ne peuvent plus faire face. Est-ce que, en tant que président de groupe, vous seriez prêt à soutenir un plan budgétaire à la hauteur de ces enjeux ?
Alors, je rappelle juste qu'en tant que ministre, dans un contexte budgétaire très dégradé, Oui. on demandait de faire beaucoup d'économies, j'avais réussi à convaincre le Premier ministre Michel Barnier et mes collègues d'augmenter finalement le budget du ministère consacré. C'était plus 10%. Après discussion au Sénat, on est arrivé à plus 20%. Alors je pense que c'était un premier signal. Je pense, moi je le considère pas comme une victoire. Parce que le 20% de pas grand-chose, vous allez me dire, ça fait un peu plus que pas grand-chose. Et donc en soi, c'était un premier pied, un premier message. Je pense que on se nourrit aussi de symboles. Et à partir du moment où on met le pied à l'étrier, on peut avoir une perspective encore plus favorable. Et donc, bien évidemment, moi, je soutiendrai des évolutions budgétaires. J'étais à la rencontre l'autre jour à Lisieux de celles et ceux qui organisent le CDFF, donc le Centre d'information au droit à la famille et aux femmes. C'est extraordinaire, quoi, de voir l'investissement de ces personnes avec peu de moyens, qui se mettent à l'écoute, qui se mettent à la disposition. Alors là aussi, on est d'accord, plus souvent des femmes victimes, qui permettent de libérer la parole, qui permettent de se reconstruire, avec finalement beaucoup plus de bénévolat que de moyens financiers. Donc je pense à elles en vous répondant, et je pense qu'on a ce besoin d'apporter des moyens financiers à la hauteur de ces enjeux-là aussi, oui. Alors, beaucoup de jeunes, notamment les plus engagés, dénoncent une forme d'inertie institutionnelle sur les violences sexistes. C'est vrai que sur les violences sexistes et les violences sexuelles, on n'a pas fait encore la même transition que sur les violences intrafamiliales, où là, on peut considérer que quand même beaucoup de choses ont été faites. Eux, ils réclament des réponses plus rapides, plus fermes, plus visibles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? D'abord, merci. Parce que ce sont en nous bousculant qu'on fait avancer les choses. Donc leur mobilisation, elle est importante. Cette génération aussi qui s'inscrira demain pour gouverner peut-être, mais aussi pour organiser la société. Moi, je le dis merci de cette mobilisation parce que qu'ils l'entendent bien. Ça nous pousse à réagir, ça nous pousse à nous réadapter. De génération en génération, les choses changent, les choses bougent. Et ce sont souvent les jeunes qui ont permis les plus grandes avancées finalement, par des actions qui peuvent paraître symboliques ou simples, mais en tout cas qui manquent jamais de nous interpeller. Donc merci de cette mobilisation. Moi, je comprends leur impatience et elle doit nous motiver, nous aussi. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette conversation. Merci pour ce partage, merci pour votre engagement, celui d'un homme qui s'inscrit dans une république qui ne peut pas se contenter de principes abstraits quand les victimes attendent des actes. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous et tous un excellent dimanche. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la force de l'engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.